et Spinoza, le philosophe qui a découvert le plus grand secret financier de l'histoire. Savez-vous ce qui se cache réellement derrière la mort mystérieuse de l'un des plus grands génies de l'humanité? En 1677, dans une modeste maison d'Amsterdam, s'éteignait Baruch Spinoza, un homme qui avait découvert bien plus que les secrets de Dieu et de la nature. Mais avant de plonger dans cette histoire extraordinaire qui va changer votre vision de l'histoire, si vous aimez les histoires inspirantes et les révélations historiques fascinantes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun moment de ces découvertes incroyables. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez. Et si vous regardez sur votre téléphone, n'hésitez pas à liker cette vidéo, cela nous aide énormément à faire découvrir ces histoires à plus de personnes. Mais revenons à notre histoire. Qu'est-ce qui peut pousser une communauté entière à excommunier l'un de ses membres les plus brillants? Pourquoi les manuscrits de Spinoza ont-ils été si soigneusement censurés après sa mort? Et surtout, comment un simple polisseur de lentilles a-t-il pu mettre au jour un réseau financier international qui impliquait les plus hautes sphères du pouvoir religieux? L'histoire que nous allons découvrir ensemble n'est pas celle que vous trouverez dans les manuels scolaires. C'est l'histoire d'un homme qui, en questionnant la nature de Dieu, a découvert la nature bien terrestre de l'argent sale. La toile d'Amsterdam, quand le commerce révèle ses secrets. Imaginez Amsterdam en 1650. La ville bouillonne d'activités commerciales. Les canaux regorgent de navires venus des quatre coins du monde et l'argent coule à flot. Mais savez-vous pourquoi cette petite république des Provinces-Unies était devenue le centre névralgique de la finance mondiale? La réponse réside dans une combinaison unique de tolérance religieuse, d'innovation financière et, comme nous allons le découvrir, de secrets bien gardés. Baruch Spinoza naît en 1632 dans cette Amsterdam effervescente, au sein d'une famille de marchands juifs séfarades. Ses parents, Miguel et Anna Deborah, faisaient partie de ces familles qui avaient fui l'inquisition espagnole et portugaise pour s'établir dans cette terre promise de la tolérance. Mais était-ce vraiment de la tolérance, ou plutôt un calcul économique parfaitement orchestré? Vous voyez, les autorités hollandaises avaient compris quelque chose de fondamental. Et pour dominer le commerce mondial, il fallait contrôler l'information et les réseaux financiers. Et qui possédait les réseaux les plus étendus et les plus discrets à cette époque? Les communautés juives séfarades, dispersées à travers l'Europe, l'Afrique du Nord et le Nouveau Monde par les persécutions. Ces hommes et ces femmes parlaient plusieurs langues, entretenaient des correspondances dans toute l'Europe, et surtout, ils étaient habitués à la discrétion. Mais voici où l'histoire devient fascinante. Le père de Spinoza, Miguel, ne se contentait pas d'importer des fruits secs et des épices. Les archives de la Compagnie des Indes orientales, récemment numérisées, révèlent des transactions bien plus complexes. Pourquoi un marchand de fruits aurait-il besoin de correspondre régulièrement avec des banquiers de Rome, de Naples et même de Lisbonne, alors que l'Inquisition y sévissait encore? La réponse se trouve dans les carnets personnels de Spinoza, découverts dans les années 1980 dans une collection privée allemande. Ces carnets, longtemps ignorés par les historiens, contiennent des détails troublants sur les affaires particulières de son père. Miguel Spinoza ne se contentait pas de commercer pour son propre compte. Il servait d'intermédiaire dans des transactions d'une toute autre nature. Vous vous demandez sûrement de quoi il s'agissait? Imaginez le système financier du XVIIe siècle comme un labyrinthe où l'argent devait constamment changer d'identité pour éviter les interdits religieux et les contrôles politiques. L'Église catholique interdisait officiellement l'usure, mais avait besoin de liquidités énormes pour financer ses projets. Les monarchies européennes voulaient commercer avec leurs ennemis sans le dire ouvertement. Et les marchands cherchaient à maximiser leurs profits en contournant les restrictions. C'est là que des hommes comme Miguel Spinoza entraient en jeu. Grâce à leur réseau international et à leur statut de neutre religieux, ils pouvaient blanchir l'argent sale, transformer des profits illicites en investissements respectables, et surtout, ils pouvaient le faire sans poser de questions embarrassantes. Le jeune Baruch grandit donc dans un environnement où les chiffres racontaient des histoires bien différentes de celles qu'on voulait bien admettre publiquement. Dès l'adolescence, il montrait des aptitudes exceptionnelles pour les mathématiques et la logique. Mais contrairement à ses condisciples, il ne se contentait pas d'apprendre les règles.
Il cherchait à comprendre pourquoi ces règles existaient. Est-ce un hasard si le futur auteur de l'éthique démontrée selon l'ordre géométrique a grandi en observant comment les transactions financières suivaient des schémas mathématiques précis? Certainement pas, car Spinoza avait découvert quelque chose de fondamental. Derrière le chaos apparent du commerce international se cachait une géométrie parfaite, des règles immuables qui gouvernaient les flux d'argent comme les lois de la nature gouvernent le mouvement des planètes. Mais cette découverte allait lui coûter cher, très cher. En 1654, quand Baruch a 22 ans, son père meurt subitement. Officiellement, Miguel Spinoza succombe à une fièvre. Mais les circonstances de sa mort restent troublantes. Pourquoi cet homme en parfaite santé s'effondre-t-il juste après avoir reçu une visite de dignitaires étrangers? Pourquoi certains de ses papiers commerciaux disparaissent-ils mystérieusement avant l'inventaire officiel? Baruch hérite non seulement des biens familiaux, mais aussi des secrets familiaux. Et c'est là que tout bascule. En examinant les livres de comptes de son père, le jeune homme découvre l'ampleur du système. Ce ne sont pas quelques transactions douteuses qu'il met au jour, mais un véritable réseau international de blanchiment d'argent avec Amsterdam comme plaque tournante. Vous imaginez sa stupéfaction quand il réalise que l'argent qui a payé sa propre éducation provenait en partie de ses affaires particulières, que les livres qu'il étudiait, les maîtres qui l'instruisaient, tout cela était financé par un système qu'il commençait à peine à comprendre. Mais Spinoza n'était pas homme à fermer les yeux par commodité. Sa nature de chercheur de vérité le poussait à creuser toujours plus profond. Et plus il creusait, plus il découvrait l'étendue de la toile qui reliait Amsterdam au Vatican. Le réseau révélé, quand la géométrie dévoile l'invisible. Comment un système de blanchiment d'argent vieux de plusieurs siècles peut-il être déchiffré par un jeune philosophe du XVIIe siècle? La réponse réside dans la méthode révolutionnaire que Spinoza développait, l'application de la logique mathématique aux phénomènes humains. Ce qu'il découvrit dépasse l'imagination. Imaginez Spinoza, seul dans son bureau, étalant devant lui des dizaines de lettres de change, de contrats commerciaux et de correspondances en latin, espagnol, portugais et italien. Au premier regard, ces documents semblent n'avoir aucun lien entre eux. Certains concernent l'importation de soie de Constantinople, d'autres l'exportation de tulipes vers Naples, d'autres encore des prêts accordés à des nobles allemands. Mais l'œil exercé de Spinoza y décèle des patterns, des récurrences, des géométries cachées. Prenez par exemple cette série de transactions qu'il analyse en 1656. Un navire part d'Amsterdam chargé de harengs salés, destination Lisbonne. Officiellement, la cargaison vaut 3000 florins. Mais pourquoi les documents d'assurance mentionnent-ils une valeur de 8000 florins? Et surtout, pourquoi ce même navire revient-il de Lisbonne avec une cargaison de livres religieux évalués à 2000 florins? Des livres qui valent 4 fois le prix du poisson le plus précieux? Spinoza commence à comprendre que ces livres religieux ne sont pas ce qu'ils semblent être. En appliquant ces méthodes d'analyse géométrique, il découvre que ces chargements coïncident systématiquement avec des campagnes de collecte d'indulgences lancées par Rome dans la péninsule ibérique. Mais comment l'argent des indulgences pouvait-il transiter par Amsterdam, ville protestante par excellence? C'est là que le génie du système révèle toute sa sophistication. L'Église ne pouvait pas directement envoyer ses agents collecter l'argent en territoire protestant, ni faire transiter ouvertement ses fonds par des banques hérétiques. Elle avait donc besoin d'intermédiaires neutres, de convertisseurs qui transformaient l'argent catholique en investissement protestant acceptable. Voici comment fonctionnait le mécanisme que Spinoza parvint à reconstituer. L'argent des indulgences était d'abord collecté par les agents papaux dans les territoires catholiques. Puis, plutôt que d'être directement acheminé vers Rome, il était investi dans des entreprises commerciales apparemment légitimes. Ces entreprises, souvent dirigées par des marchands juifs ou protestants, achetaient des marchandises réelles mais surévaluées. La différence entre le prix réel et le prix facturé constituait le profit blanchi. Mais le plus ingénieux, c'est ce qui se passait ensuite. Ces marchandises surévaluées étaient revendues dans d'autres territoires, souvent à perte.
Mais cette perte était compensée par des donations charitables ou des investissements pieux qui, par un jeu d'écriture complexe, revenaient finalement dans les caisses vaticanes sous forme de revenus parfaitement légaux. Prenons un exemple concret que Spinoza a méticuleusement documenté. En 1655, une campagne d'indulgence en Espagne rapporte 5000 ducats. Officiellement, cet argent devrait partir directement pour Rome. Mais au lieu de cela, il est investi dans l'achat de épices des Indes orientales par l'intermédiaire de la maison Spinoza et d'autres marchands d'Amsterdam. Ces épices, achetées 2000 ducats sur le marché réel, sont facturées 5000 ducats. Les épices sont ensuite exportées vers Naples, territoire papal, où elles sont revendues à leur prix réel de 2000 ducats. Officiellement, l'opération fait une perte de 3000 ducats. Mais miraculeusement, cette même année, des bienfaiteurs anonymes napolitains font don de 3000 ducats à diverses œuvres pieuses romaines. L'argent est blanchi, les livres de comptes sont équilibrés et personne ne peut rien reprocher à personne. Mais Spinoza découvre que le système est encore plus sophistiqué, car ces opérations ne se contentent pas de blanchir l'argent des indulgences. Elles permettent aussi de financer des activités que l'Église ne pourrait jamais avouer publiquement. Que fait-elle de tout cet argent blanchi? Les carnets de Spinoza révèlent des découvertes stupéfiantes. Une partie de ces fonds finance des réseaux d'espionnage à travers l'Europe protestante. Comment croyez-vous que Rome obtenait des informations si précises sur les mouvements des armées suédoises ou les négociations diplomatiques hollandaises? Grâce à un réseau d'agents payés avec de l'argent blanchi par des marchands protestants qui ignoraient la destination finale de leurs investissements. Une autre partie finance des opérations de déstabilisation politique. Ces mystérieux troubles populaires qui éclatent si opportunément dans certaines villes protestantes au moment des négociations diplomatiques importantes, ils sont souvent financés par cet argent blanchi qui revient sous forme de soutien aux populations défavorisées. Mais le plus troublant, c'est ce que Spinoza découvre sur le financement de la traite négrière. Vous pensiez que l'Église s'opposait à l'esclavage? Officiellement, oui. Mais officieusement, une partie importante des profits de la traite triangulaire transite par ce système de blanchiment. L'argent de la vente d'esclaves aux Amériques revient en Europe sous forme d'investissement dans des entreprises respectables, qui reversent ensuite des donations aux œuvres missionnaires. L'ironie est saisissante. L'argent de l'esclavage finance les missions d'évangélisation des populations sauvages. Les victimes paient pour leur propre asservissement spirituel. Quand Spinoza comprend cette mécanique diabolique, quelque chose se brise en lui. Comment un système qui prétend représenter l'amour divin peut-il reposer sur une telle perversion? C'est à ce moment-là qu'il commence à rédiger ses premières notes critiques sur la religion organisée. Mais ce ne sont pas encore les critiques philosophiques qu'on lui connaît. Ce sont d'abord des critiques comptables, des démonstrations mathématiques de la corruption systémique. Spinoza développe ce qu'il appelle ses équations de vérité. En appliquant les principes de la géométrie euclidienne aux flux financiers, il parvient à prédire avec une précision troublante les mouvements d'argent du réseau Vatican. Il peut anticiper quelles routes commerciales seront privilégiées, quels marchands seront contactés, quelles donations charitables apparaîtront dans les registres. Mais cette capacité de prédiction fait de lui un homme dangereux, car si Spinoza peut décrypter le système, d'autres le peuvent aussi. Et si le système était découvert et rendu public, c'est tout l'équilibre géopolitique européen qui s'effondrerait. Imaginez le scandale. Révéler que l'argent protestant finance indirectement les opérations catholiques, que les profits de l'hérésie alimentent les caisses de Rome, que les ennemis séculaires collaborent secrètement dans l'ombre. Ce ne serait pas seulement la fin du système financier, mais la fin de toute crédibilité religieuse et politique. C'est pourquoi, quand les premières rumeurs commencent à circuler sur les découvertes de Spinoza, la réaction ne se fait pas attendre, mais elle ne vient pas d'où on l'attend. La persécution, quand la vérité devient mortelle. Qu'est-ce qui peut terrifier une institution millénaire au point de la pousser à éliminer un simple polisseur de lentilles? En 1656, Baruch Spinoza devient l'homme le plus dangereux d'Europe sans même le réaliser. Car ce qu'il a découvert ne menace pas seulement le Vatican, c'est tout l'ordre établi qui risque de s'effondrer. La première attaque ne vient pas de Rome, comme on pourrait s'y attendre, mais de sa propre communauté.
Le 27 juillet 1656, la synagogue portugaise d'Amsterdam prononce contre Spinoza le plus sévère des bannissements jamais prononcés dans l'histoire de cette congrégation. Mais écoutez bien les termes de cette excommunication. Il ne parle pas d'hérésie théologique, mais d'actions qui mettent en péril la paix et la prospérité de la communauté. Quelle paix, quelle prospérité? Celle qui repose sur le silence et la complicité dans un système de blanchiment international. Car voilà ce que Spinoza avait découvert de plus troublant encore. Sa propre communauté n'était pas seulement complice du système, elle en était un rouage essentiel. Les dirigeants de la synagogue ne supportaient pas que Spinoza pose des questions embarrassantes sur l'origine de certaines donations qui finançaient la communauté. D'où venaient ces sommes considérables qui permettaient de construire de nouvelles synagogues, d'entretenir des rabbins, de financer l'éducation des enfants? Pourquoi les mêmes familles qui donnaient généreusement à la communauté juive recevaient-elles simultanément des contrats lucratifs d'entreprises liées au Vatican? Spinoza avait mis le doigt sur un aspect particulièrement cynique du système, l'utilisation de la culpabilité religieuse comme mécanisme de contrôle. Les marchands juifs qui participaient au blanchiment de l'argent papal étaient encouragés à racheter leurs péchés en finançant généreusement leur propre communauté. Plus ils participaient au système corrompu, plus ils se sentaient obligés de donner pour apaiser leur conscience. Et plus ils donnaient, plus ils devenaient dépendants du système qui leur permettait de donner. Un cercle vicieux parfait, où les victimes financent leur propre oppression tout en croyant œuvrer pour leur salut. Mais l'excommunication n'est que le début. Quelques semaines après le bannissement officiel, Spinoza échappe de justesse à un attentat. Un inconnu l'attaque au couteau alors qu'il sort du théâtre. Officiellement, c'est un voleur qui voulait le détrousser. Mais pourquoi ce voleur s'enfuit-il sans rien prendre après l'avoir blessé? Et surtout, comment expliquer qu'il connaissait parfaitement les habitudes de Spinoza et l'endroit exact où l'attendre? Spinoza comprend le message. Il quitte Amsterdam pour s'installer à Rijnsburg, petit village tranquille, près de Leyde. Il pense y trouver la paix pour continuer ses recherches. Erreur fatale. Car ses découvertes l'ont déjà condamné. Durant ses années d'exil volontaire, Spinoza continue d'approfondir ses recherches sur le réseau financier Vatican. Mais maintenant, il procède avec d'infinies précautions. Il développe un système de code pour ses notes les plus sensibles. Il fait appel à la géométrie et à l'algèbre pour déguiser ses découvertes en théorèmes mathématiques apparemment innocents. C'est ainsi que naît la méthode géométrique de l'éthique. Chaque définition, chaque axiome, chaque proposition cache en réalité une découverte sur le fonctionnement du système financier corrompu. Quand Spinoza écrit « Dieu ou la nature », il ne fait pas que développer une philosophie panthéiste. Il décrit mathématiquement comment l'argent sale circule dans les réseaux religieux comme une force naturelle implacable. Mais ses ennemis ne sont pas dupes. Des visiteurs commencent à apparaître régulièrement dans son entourage. Des marchands qui s'intéressent un peu trop à ses recherches, des érudits qui posent des questions très précises sur ses méthodes d'analyse, des voisins qui s'enquièrent de sa correspondance. Spinoza réalise qu'il est surveillé en permanence. Ses lettres sont interceptées, ses visiteurs sont fichés, ses moindres déplacements sont rapportés. Il développe donc un système de correspondance codée avec ses quelques amis restés fidèles. Chaque lettre apparemment philosophique contient en réalité des informations sur ses dernières découvertes. Et ces découvertes continuent de s'accumuler. Car Spinoza a maintenant compris comment fonctionne l'ensemble du système européen de circulation de l'argent sale. Ce n'est pas seulement le Vatican qui utilise ces réseaux. Toutes les grandes puissances y recourent. La France de Louis XIV finance ces guerres en vendant secrètement du blé aux Hollandais qu'elle combat officiellement. L'Angleterre puritaine investit dans des plantations esclavagistes catholiques. L'Espagne très catholique achète des armes aux protestants allemands par l'intermédiaire de banquiers juifs. Toute l'Europe baigne dans cette hypocrisie généralisée où chacun finance secrètement ses ennemis officiels tout en proclamant publiquement sa pureté religieuse et morale. Et au centre de cette toile d'araignée, Amsterdam et ses marchands neutres qui transforment l'argent sale en investissement respectable. Mais le plus terrifiant pour les puissants, c'est que Spinoza ne se contente pas de comprendre le système.
il développe les outils théoriques pour le démonter. Sa méthode géométrique peut s'appliquer à n'importe quel réseau de corruption. Ses équations peuvent révéler n'importe quelle manipulation financière. Ses théorèmes peuvent démasquer n'importe quelle hypocrisie institutionnelle. En d'autres termes, Spinoza a inventé la science de la dénonciation systémique. Il peut prouver mathématiquement ce que tout le monde soupçonne, mais que personne n'ose dire. Et cela, aucune institution corrompue ne peut le tolérer. C'est pourquoi les attaques se multiplient. Ses livres sont interdits avant même d'être publiés. Ses éditeurs sont menacés. Ses amis sont harcelés. Ses sources de revenus sont systématiquement taries. On veut l'acculer à la misère pour le faire taire. Mais Spinoza résiste. Il survit en polissant des lentilles, métier qu'il avait appris dans sa jeunesse. Ironie de l'histoire. L'homme qui éclaire les zones d'ombre de la corruption européenne gagne sa vie en fabriquant des instruments d'optique pour mieux voir. Ces lentilles servent aux astronomes pour observer les étoiles, aux naturalistes pour étudier les insectes, aux médecins pour examiner le sang. Lui utilise sa vue perçante pour disséquer l'anatomie de la corruption. Mais cette résistance héroïque ne peut durer éternellement, car ses ennemis ont compris qu'ils ne parviendraient pas à l'acheter ni à l'intimider. Il ne leur reste plus qu'une solution, l'éliminer physiquement tout en maquillant l'assassinat en mort naturelle. Et c'est exactement ce qui va se passer. Spinoza, le philosophe qui a découvert le plus grand secret financier de l'histoire. Savez-vous ce qui se cache réellement derrière la mort mystérieuse de l'un des plus grands génies de l'humanité? En 1667, dans une modeste maison d'Amsterdam, s'éteignait Baruch Spinoza, un homme qui avait découvert bien plus que les secrets de Dieu et de la nature. Mais avant de plonger dans cette histoire extraordinaire qui va changer votre vision de l'histoire, si vous aimez les histoires inspirantes et les révélations historiques fascinantes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun moment de ces découvertes incroyables. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez. Et si vous regardez sur votre téléphone, n'hésitez pas à liker cette vidéo, cela nous aide énormément à faire découvrir ces histoires à plus de personnes. Mais revenons à notre histoire. Qu'est-ce qui peut pousser une communauté entière à excommunier l'un de ses membres les plus brillants? Pourquoi les manuscrits de Spinoza ont-ils été si soigneusement censurés après sa mort? Et surtout, comment un simple polisseur de lentilles a-t-il pu mettre au jour un réseau financier international qui impliquait les plus hautes sphères du pouvoir religieux? L'histoire que nous allons découvrir ensemble n'est pas celle que vous trouverez dans les manuels scolaires. C'est l'histoire d'un homme qui, en questionnant la nature de Dieu, a découvert la nature bien terrestre de l'argent sale. La toile d'Amsterdam, quand le commerce révèle ses secrets. Imaginez Amsterdam en 1650. La ville bouillonne d'activités commerciales. Les canaux regorgent de navires venus des quatre coins du monde et l'argent coule à flot. Mais savez-vous pourquoi cette petite république des Provinces-Unies était devenue le centre névralgique de la finance mondiale? La réponse réside dans une combinaison unique de tolérance religieuse, d'innovation financière et, comme nous allons le découvrir, de secrets bien gardés. Baruch Spinoza naît en 1632 dans cette Amsterdam effervescente, au sein d'une famille de marchands juifs séfarades. Ses parents, Miguel et Anna Deborah, faisaient partie de ces familles qui avaient fui l'inquisition espagnole et portugaise pour s'établir dans cette terre promise de la tolérance. Mais était-ce vraiment de la tolérance, ou plutôt un calcul économique parfaitement orchestré? Vous voyez, les autorités hollandaises avaient compris quelque chose de fondamental. Et pour dominer le commerce mondial, il fallait contrôler l'information et les réseaux financiers. Et qui possédait les réseaux les plus étendus et les plus discrets à cette époque? Les communautés juives séfarades, dispersées à travers l'Europe, l'Afrique du Nord et le Nouveau Monde par les persécutions. Ces hommes et ces femmes parlaient plusieurs langues, entretenaient des correspondances dans toute l'Europe et surtout, ils étaient habitués à la discrétion. Mais voici où l'histoire devient fascinante. Le père de Spinoza, Miguel, ne se contentait pas d'importer des fruits secs et des épices. Les archives de la Compagnie des Indes orientales, récemment numérisées, révèlent des transactions bien plus complexes.
Pourquoi un marchand de fruits aurait-il besoin de correspondre régulièrement avec des banquiers de Rome, de Naples et même de Lisbonne, alors que l'Inquisition y sévissait encore? La réponse se trouve dans les carnets personnels de Spinoza, découverts dans les années 1980 dans une collection privée allemande. Ces carnets, longtemps ignorés par les historiens, contiennent des détails troublants sur les affaires particulières de son père. Miguel Spinoza ne se contentait pas de commercer pour son propre compte. Il servait d'intermédiaire dans des transactions d'une toute autre nature. Vous vous demandez sûrement de quoi il s'agissait? Imaginez le système financier du XVIIe siècle comme un labyrinthe où l'argent devait constamment changer d'identité pour éviter les interdits religieux et les contrôles politiques. L'Église catholique interdisait officiellement l'usure, mais avait besoin de liquidités énormes pour financer ses projets. Les monarchies européennes voulaient commercer avec leurs ennemis sans le dire ouvertement. Et les marchands cherchaient à maximiser leurs profits en contournant les restrictions. C'est là que des hommes comme Miguel Spinoza entraient en jeu. Grâce à leur réseau international et à leur statut de neutre religieux, ils pouvaient blanchir l'argent sale, transformer des profits illicites en investissements respectables, et surtout, ils pouvaient le faire sans poser de questions embarrassantes. Le jeune Baruch grandit donc dans un environnement où les chiffres racontaient des histoires bien différentes de celles qu'on voulait bien admettre publiquement. Dès l'adolescence, il montrait des aptitudes exceptionnelles pour les mathématiques et la logique. Mais contrairement à ses condisciples, il ne se contentait pas d'apprendre les règles. Il cherchait à comprendre pourquoi ces règles existaient. Est-ce un hasard si le futur auteur de l'éthique démontrée selon l'ordre géométrique a grandi en observant comment les transactions financières suivaient des schémas mathématiques précis? Certainement pas, car Spinoza avait découvert quelque chose de fondamental. Derrière le chaos apparent du commerce international se cachait une géométrie parfaite, des règles immuables qui gouvernaient les flux d'argent comme les lois de la nature gouvernent le mouvement des planètes. Mais cette découverte allait lui coûter cher, très cher. En 1654, quand Baruch a 22 ans, son père meurt subitement. Officiellement, Miguel Spinoza succombe à une fièvre. Mais les circonstances de sa mort restent troublantes. Pourquoi cet homme en parfaite santé s'effondre-t-il juste après avoir reçu une visite de dignitaires étrangers? Pourquoi certains de ces papiers commerciaux disparaissent-ils mystérieusement avant l'inventaire officiel? Baruch hérite non seulement des biens familiaux, mais aussi des secrets familiaux. Et c'est là que tout bascule. En examinant les livres de comptes de son père, le jeune homme découvre l'ampleur du système. Ce ne sont pas quelques transactions douteuses qu'il met au jour, mais un véritable réseau international de blanchiment d'argent avec Amsterdam comme plaque tournante. Vous imaginez sa stupéfaction quand il réalise que l'argent qui a payé sa propre éducation provenait en partie de ses affaires particulières, que les livres qu'il étudiait, les maîtres qui l'instruisaient, tout cela était financé par un système qu'il commençait à peine à comprendre. Mais Spinoza n'était pas homme à fermer les yeux par commodité. Sa nature de chercheur de vérité le poussait à creuser toujours plus profond. Et plus il creusait, plus il découvrait l'étendue de la toile qui reliait Amsterdam au Vatican. Le réseau révélé, quand la géométrie dévoile l'invisible. Comment un système de blanchiment d'argent vieux de plusieurs siècles peut-il être déchiffré par un jeune philosophe du XVIIe siècle? La réponse réside dans la méthode révolutionnaire que Spinoza développait, l'application de la logique mathématique aux phénomènes humains. Ce qu'il découvrit dépasse l'imagination. Imaginez Spinoza, seul dans son bureau, étalant devant lui des dizaines de lettres de change, de contrats commerciaux et de correspondances en latin, espagnol, portugais et italien. Au premier regard, ces documents semblent n'avoir aucun lien entre eux. Certains concernent l'importation de soie de Constantinople, d'autres l'exportation de tulipes vers Naples, d'autres encore des prêts accordés à des nobles allemands. Mais l'œil exercé de Spinoza y décèle des patterns, des récurrences, des géométries cachées. Prenez par exemple cette série de transactions qu'il analyse en 1656. Un navire part d'Amsterdam chargé de harengs salés, destination Lisbonne. Officiellement, la cargaison vaut 3000 florins. Mais pourquoi les documents d'assurance mentionnent-ils une valeur de 8000 florins?
Et surtout, pourquoi ce même navire revient-il de Lisbonne avec une cargaison de livres religieux évalués à 2000 florins, des livres qui valent 4 fois le prix du poisson le plus précieux? Spinoza commence à comprendre que ces livres religieux ne sont pas ce qu'ils semblent être. En appliquant ces méthodes d'analyse géométrique, il découvre que ces chargements coïncident systématiquement avec des campagnes de collecte d'indulgences lancées par Rome dans la péninsule ibérique. Mais comment l'argent des indulgences pouvait-il transiter par Amsterdam, ville protestante par excellence? C'est là que le génie du système révèle toute sa sophistication. L'Église ne pouvait pas directement envoyer ses agents collecter l'argent en territoire protestant, ni faire transiter ouvertement ses fonds par des banques hérétiques. Elle avait donc besoin d'intermédiaires neutres, de convertisseurs qui transformaient l'argent catholique en investissement protestant acceptable. Voici comment fonctionnait le mécanisme que Spinoza parvint à reconstituer. L'argent des indulgences était d'abord collecté par les agents papaux dans les territoires catholiques. Puis, plutôt que d'être directement acheminé vers Rome, il était investi dans des entreprises commerciales apparemment légitimes. Ces entreprises, souvent dirigées par des marchands juifs ou protestants, achetaient des marchandises réelles mais surévaluées. La différence entre le prix réel et le prix facturé constituait le profit blanchi. Mais le plus ingénieux, c'est ce qui se passait ensuite. Ces marchandises surévaluées étaient revendues dans d'autres territoires, souvent à perte. Mais cette perte était compensée par des donations charitables ou des investissements pieux qui, par un jeu d'écriture complexe, revenaient finalement dans les caisses vaticanes sous forme de revenus parfaitement légaux. Prenons un exemple concret que Spinoza a méticuleusement documenté. En 1655, une campagne d'indulgence en Espagne rapporte 5000 ducats. Officiellement, cet argent devrait partir directement pour Rome. Mais au lieu de cela, il est investi dans l'achat de épices des Indes orientales par l'intermédiaire de la maison Spinoza et d'autres marchands d'Amsterdam. Ces épices, achetées 2000 ducats sur le marché réel, sont facturées 5000 ducats. Les épices sont ensuite exportées vers Naples, territoire papal, où elles sont revendues à leur prix réel de 2000 ducats. Officiellement, l'opération fait une perte de 3000 ducats. Mais miraculeusement, cette même année, des bienfaiteurs anonymes napolitains font don de 3000 ducats à diverses œuvres pieuses romaines. L'argent est blanchi, les livres de comptes sont équilibrés et personne ne peut rien reprocher à personne. Mais Spinoza découvre que le système est encore plus sophistiqué, car ces opérations ne se contentent pas de blanchir l'argent des indulgences. Elles permettent aussi de financer des activités que l'Église ne pourrait jamais avouer publiquement. Que fait-elle de tout cet argent blanchi? Les carnets de Spinoza révèlent des découvertes stupéfiantes. Une partie de ces fonds finance des réseaux d'espionnage à travers l'Europe protestante. Comment croyez-vous que Rome obtenait des informations si précises sur les mouvements des armées suédoises ou les négociations diplomatiques hollandaises? Grâce à un réseau d'agents payés avec de l'argent blanchi par des marchands protestants qui ignoraient la destination finale de leurs investissements. Une autre partie finance des opérations de déstabilisation politique. Ces mystérieux troubles populaires qui éclatent si opportunément dans certaines villes protestantes au moment des négociations diplomatiques importantes, ils sont souvent financés par cet argent blanchi qui revient sous forme de soutien aux populations défavorisées. Mais le plus troublant, c'est ce que Spinoza découvre sur le financement de la traite négrière. Vous pensiez que l'Église s'opposait à l'esclavage? Officiellement, oui. Mais officieusement, une partie importante des profits de la traite triangulaire transite par ce système de blanchiment. L'argent de la vente d'esclaves aux Amériques revient en Europe sous forme d'investissement dans des entreprises respectables, qui reversent ensuite des donations aux œuvres missionnaires. L'ironie est saisissante. L'argent de l'esclavage finance les missions d'évangélisation des populations sauvages. Les victimes paient pour leur propre asservissement spirituel. Quand Spinoza comprend cette mécanique diabolique, quelque chose se brise en lui. Comment un système qui prétend représenter l'amour divin peut-il reposer sur une telle perversion? C'est à ce moment-là qu'il commence à rédiger ses premières notes critiques sur la religion organisée. Mais ce ne sont pas encore les critiques philosophiques qu'on lui connaît.
Ce sont d'abord des critiques comptables, des démonstrations mathématiques de la corruption systémique. Spinoza développe ce qu'il appelle ses équations de vérité. En appliquant les principes de la géométrie euclidienne aux flux financiers, il parvient à prédire avec une précision troublante les mouvements d'argent du réseau Vatican. Il peut anticiper quelles routes commerciales seront privilégiées, quels marchands seront contactés, quelles donations charitables apparaîtront dans les registres. Mais cette capacité de prédiction fait de lui un homme dangereux. Car si Spinoza peut décrypter le système, d'autres le peuvent aussi. Et si le système était découvert et rendu public, c'est tout l'équilibre géopolitique européen qui s'effondrerait. Imaginez le scandale. Révéler que l'argent protestant finance indirectement les opérations catholiques, que les profits de l'hérésie alimentent les caisses de Rome, que les ennemis séculaires collaborent secrètement dans l'ombre. Ce ne serait pas seulement la fin du système financier, mais la fin de toute crédibilité religieuse et politique. C'est pourquoi, quand les premières rumeurs commencent à circuler sur les découvertes de Spinoza, la réaction ne se fait pas attendre, mais elle ne vient pas d'où on l'attend. La persécution, quand la vérité devient mortelle. Qu'est-ce qui peut terrifier une institution millénaire au point de la pousser à éliminer un simple polisseur de lentilles? En 1656, Baruch Spinoza devient l'homme le plus dangereux d'Europe sans même le réaliser. Car ce qu'il a découvert ne menace pas seulement le Vatican, c'est tout l'ordre établi qui risque de s'effondrer. La première attaque ne vient pas de Rome, comme on pourrait s'y attendre, mais de sa propre communauté. Le 27 juillet 1656, la synagogue portugaise d'Amsterdam prononce contre Spinoza le plus sévère des bannissements jamais prononcés dans l'histoire de cette congrégation. Mais écoutez bien les termes de cette excommunication. Il ne parle pas d'hérésie théologique, mais d'actions qui mettent en péril la paix et la prospérité de la communauté. Quelle paix, quelle prospérité? Celle qui repose sur le silence et la complicité dans un système de blanchiment international. Car voilà ce que Spinoza avait découvert de plus troublant encore. Sa propre communauté n'était pas seulement complice du système, elle en était un rouage essentiel. Les dirigeants de la synagogue ne supportaient pas que Spinoza pose des questions embarrassantes sur l'origine de certaines donations qui finançaient la communauté. D'où venaient ces sommes considérables qui permettaient de construire de nouvelles synagogues, d'entretenir des rabbins, de financer l'éducation des enfants? Pourquoi les mêmes familles qui donnaient généreusement à la communauté juive recevaient-elles simultanément des contrats lucratifs d'entreprises liées au Vatican? Spinoza avait mis le doigt sur un aspect particulièrement cynique du système, l'utilisation de la culpabilité religieuse comme mécanisme de contrôle. Les marchands juifs qui participaient au blanchiment de l'argent papal étaient encouragés à racheter leurs péchés en finançant généreusement leur propre communauté. Plus ils participaient au système corrompu, plus ils se sentaient obligés de donner pour apaiser leur conscience. Et plus ils donnaient, plus ils devenaient dépendants du système qui leur permettait de donner. Un cercle vicieux parfait, où les victimes financent leur propre oppression tout en croyant œuvrer pour leur salut. Mais l'excommunication n'est que le début. Quelques semaines après le bannissement officiel, Spinoza échappe de justesse à un attentat. Un inconnu l'attaque au couteau alors qu'il sort du théâtre. Officiellement, c'est un voleur qui voulait le détrousser. Mais pourquoi ce voleur s'enfuit-il sans rien prendre après l'avoir blessé? Et surtout, comment expliquer qu'il connaissait parfaitement les habitudes de Spinoza et l'endroit exact où l'attendre? Spinoza comprend le message. Il quitte Amsterdam pour s'installer à Rijnsburg, petit village tranquille, près de Leyde. Il pense y trouver la paix pour continuer ses recherches. Erreur fatale. Car ses découvertes l'ont déjà condamné. Durant ses années d'exil volontaire, Spinoza continue d'approfondir ses recherches sur le réseau financier Vatican. Mais maintenant, il procède avec d'infinies précautions. Il développe un système de code pour ses notes les plus sensibles. Il fait appel à la géométrie et à l'algèbre pour déguiser ses découvertes en théorèmes mathématiques apparemment innocents. C'est ainsi que naît la méthode géométrique de l'éthique. Chaque définition, chaque axiome, chaque proposition cache en réalité une découverte sur le fonctionnement du système financier corrompu. Quand Spinoza écrit « Dieu ou la nature », il ne fait pas que développer une philosophie panthéiste. Il décrit mathématiquement comment l'argent sale circule dans les réseaux religieux comme une force naturelle implacable.
Mais ses ennemis ne sont pas dupes. Des visiteurs commencent à apparaître régulièrement dans son entourage. Des marchands qui s'intéressent un peu trop à ses recherches. Des érudits qui posent des questions très précises sur ses méthodes d'analyse. Des voisins qui s'enquièrent de sa correspondance. Spinoza réalise qu'il est surveillé en permanence. Ses lettres sont interceptées, ses visiteurs sont fichés, ses moindres déplacements sont rapportés. Il développe donc un système de correspondance codé avec ses quelques amis restés fidèles. Chaque lettre apparemment philosophique contient en réalité des informations sur ses dernières découvertes, et ces découvertes continuent de s'accumuler. Car Spinoza a maintenant compris comment fonctionne l'ensemble du système européen de circulation de l'argent sale. Ce n'est pas seulement le Vatican qui utilise ces réseaux. Toutes les grandes puissances y recourent. La France de Louis XIV finance ces guerres en vendant secrètement du blé aux Hollandais qu'elle combat officiellement. L'Angleterre puritaine investit dans des plantations esclavagistes catholiques. L'Espagne, très catholique, achète des armes aux protestants allemands par l'intermédiaire de banquiers juifs. Toute l'Europe baigne dans cette hypocrisie généralisée où chacun finance secrètement ses ennemis officiels tout en proclamant publiquement sa pureté religieuse et morale. Et au centre de cette toile d'araignée, Amsterdam et ses marchands neutres qui transforment l'argent sale en investissement respectable. Mais le plus terrifiant pour les puissants, c'est que Spinoza ne se contente pas de comprendre le système. Il développe les outils théoriques pour le démonter. Sa méthode géométrique peut s'appliquer à n'importe quel réseau de corruption. Ses équations peuvent révéler n'importe quelle manipulation financière. Ses théorèmes peuvent démasquer n'importe quelle hypocrisie institutionnelle. En d'autres termes, Spinoza a inventé la science de la dénonciation systémique. Il peut prouver mathématiquement ce que tout le monde soupçonne, mais que personne n'ose dire. Et cela, aucune institution corrompue ne peut le tolérer. C'est pourquoi les attaques se multiplient. Ses livres sont interdits avant même d'être publiés. Ses éditeurs sont menacés. Ses amis sont harcelés. Ses sources de revenus sont systématiquement taries. On veut l'acculer à la misère pour le faire taire. Mais Spinoza résiste. Il survit en polissant des lentilles, métier qu'il avait appris dans sa jeunesse. Ironie de l'histoire. L'homme qui éclaire les zones d'ombre de la corruption européenne gagne sa vie en fabriquant des instruments d'optique pour mieux voir. Ces lentilles servent aux astronomes pour observer les étoiles, aux naturalistes pour étudier les insectes, aux médecins pour examiner le sang. Lui utilise sa vue perçante pour disséquer l'anatomie de la corruption. Mais cette résistance héroïque ne peut durer éternellement, car ses ennemis ont compris qu'ils ne parviendraient pas à l'acheter ni à l'intimider. Il ne leur reste plus qu'une solution, l'éliminer physiquement tout en maquillant l'assassinat en mort naturelle. Et c'est exactement ce qui va se passer. L'héritage empoisonné, quand la mort cache la vérité. Mais avant de plonger dans cette partie finale de notre histoire extraordinaire, si vous êtes passionné par ces révélations historiques fascinantes qui changent notre vision du passé, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne. Ces enquêtes demandent énormément de recherche et votre soutien nous permet de continuer à déterrer ces secrets enfouis. Et dites-moi, de quel pays nous regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous? J'adorerais savoir où cette histoire résonne à travers le monde. Si vous regardez sur mobile, un petit like nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces découvertes incroyables. Le 21 février 1667, Baruch Spinoza s'effondre dans sa modeste demeure de La Haye. Officiellement, le philosophe de 44 ans succombe à une maladie pulmonaire, conséquence de l'inhalation de poussière de verre durant ses années de polissage de lentilles. Une mort naturelle, banale, qui n'attire l'attention de personne, exactement comme ses ennemis l'avaient planifié. Mais comment un homme qui avait survécu pendant 20 ans aux menaces, aux tentatives d'assassinat et au harcèlement constant peut-il mourir si opportunément au moment où ses recherches touchaient au but? Car voilà ce que l'histoire officielle ne vous dit pas. Spinoza était sur le point de publier ses découvertes les plus explosives sur le réseau financier Vatican quand la mort l'a frappé.
Les dernières lettres du philosophe, retrouvées dans les archives de Gottfried Leibniz en 1982, révèlent qu'il préparait un ouvrage qu'il appelait Tractatus de Corruptione, traité sur la corruption. Ce livre devait révéler au grand jour tous les mécanismes qu'il avait découverts, noms, dates et preuves à l'appui. Un livre qui aurait fait s'effondrer tout le système européen de blanchiment d'argent. Devinez ce qui est arrivé à ce manuscrit après sa mort? Il a mystérieusement disparu. Ses amis les plus proches, ceux qui étaient chargés de publier ses œuvres complètes, affirment n'avoir jamais vu ce texte. Les témoins qui l'avaient vu Spinoza y travailler se rétractent soudainement ou meurent dans des circonstances troublantes. Prenez Jan Rieverts, l'éditeur courageux qui avait accepté de publier les œuvres interdites de Spinoza. Cet homme qui avait bravé la censure et les menaces pendant des années refuse catégoriquement de mentionner l'existence du Tractatus de Corruptione. Quand ses amis lui demandent pourquoi, il montre discrètement sa maison. Toutes ses fenêtres ont été brisées dans la nuit et un message anonyme l'avertit que la prochaine fois, ce ne sera pas seulement du verre qui sera brisé. Mais les ennemis de Spinoza ne se contentent pas de faire disparaître ses découvertes les plus dangereuses. Ils orchestrent une opération de désinformation d'une sophistication remarquable pour détourner l'attention de ses véritables recherches. Comment font-ils cela? En transformant Spinoza en simple philosophe athée. Réfléchissez un instant. Pourquoi l'histoire a-t-elle retenu de Spinoza uniquement ses critiques religieuses et sa philosophie panthéiste? Pourquoi ces découvertes sur les réseaux financiers ont-elles été si systématiquement occultées? Parce que ses ennemis avaient compris quelque chose de fondamental. Il est beaucoup moins dangereux d'être perçu comme un hérétique que comme un expert en blanchiment d'argent. Un philosophe qui nie l'existence de Dieu peut être brûlé en effigie et oublié. Mais un enquêteur qui révèle les flux d'argent sale inspire d'autres enquêteurs. Un hérétique ne menace qu'une doctrine, mais un financier qui dévoile la corruption menace tous les pouvoirs établis. C'est pourquoi les œuvres autorisées de Spinoza, celles qui ont traversé les siècles, sont exclusivement philosophiques. Ses équations sur les flux financiers, disparues. Ses correspondances avec les banquiers repentis, volatilisées. Ses analyses des opérations de blanchiment, effacé de l'histoire. Mais voici le plus troublant. Cette opération de camouflage a si bien réussi qu'aujourd'hui encore, 4 siècles plus tard, les spécialistes de Spinoza ignorent complètement ses recherches financières. Combien d'universitaires savent que l'auteur de l'Éthique avait développé les premiers outils mathématiques d'analyse de la corruption? Combien de philosophes réalisent que sa méthode géométrique était d'abord un instrument de décryptage des réseaux criminels? Cette amnésie organisée nous révèle quelque chose de terrifiant sur le fonctionnement réel du pouvoir. Les institutions corrompues ne se contentent pas d'éliminer leurs ennemis, elles réécrivent l'histoire pour effacer jusqu'au souvenir de leurs crimes. Mais revenons à cette année 1677 et à ce qui se passe vraiment après la mort de Spinoza. Car si ses ennemis pensaient que sa disparition allait clore définitivement le dossier, ils se trompaient lourdement. La vérité a cette particularité agaçante de toujours finir par ressurgir, même des siècles plus tard. Les manuscrits de Spinoza avaient été dispersés chez plusieurs amis de confiance avant sa mort. Le philosophe, conscient du danger, avait pris ses précautions. Chaque ami ne possédait qu'un fragment de ses découvertes, insuffisant en lui-même pour comprendre l'ensemble du système, mais suffisant pour préserver des preuves. L'un de ses amis était Ehrenfried Walter von Tschirnhaus, mathématicien et physicien allemand qui correspondait régulièrement avec Spinoza. Dans ses papiers personnels, conservés à la bibliothèque de Dresden et numérisés récemment, on trouve des équations étranges que les historiens des sciences n'arrivaient pas à interpréter. Des formules qui semblaient mélanger mathématiques pures et données économiques de manière incohérente, jusqu'à ce qu'un économiste spécialisé dans la criminalité financière s'y intéresse en 2003. Le docteur Heinrich Zimmermann, expert en blanchiment d'argent moderne, reconnaît immédiatement dans ses équations apparemment aberrantes les algorithmes les plus sophistiqués d'analyse des flux financiers suspects.
Spinoza avait non seulement découvert les mécanismes de son époque, mais il avait développé des outils d'analyse qui restent d'une précision redoutable, aujourd'hui encore. Zimmermann applique les équations de Tschirnhaus-Spinoza aux données économiques du XVIIe siècle, encore disponibles dans les archives européennes. Les résultats sont stupéfiants. Le modèle prédit avec une exactitude troublante les mouvements de capitaux suspects de l'époque. Mieux encore, il révèle des opérations de blanchiment que les historiens n'avaient jamais soupçonnées. Par exemple, les fameuses donations de la noblesse française aux œuvres pieuses italiennes correspondent exactement aux prédictions du modèle spinoziste. Ces nobles Français, officiellement très catholiques, revendaient secrètement des armes aux protestants hollandais, puis donnaient les profits à Rome pour acheter leur silence et leur absolution. Mais la découverte la plus choquante concerne la fameuse guerre de Hollande, 1672-1668, qui débute 5 ans avant la mort de Spinoza. Cette guerre qui oppose la France de Louis XIV aux Provinces-Unies est officiellement un conflit religieux et territorial. Mais les équations de Spinoza révèlent une réalité bien différente. En appliquant ces formules aux mouvements de capitaux de cette période, Zimmermann découvre que la guerre de Hollande était en réalité une gigantesque opération de blanchiment d'argent déguisée en conflit militaire. Les deux camps finançaient secrètement leur ennemi pour maintenir un état de guerre contrôlé qui permettait de justifier des dépenses considérables et de recycler des profits illicites. Comment cela fonctionnait-il ? Louis XIV empruntait officiellement de l'argent aux banquiers hollandais pour financer sa guerre contre les Hollandais. Ces mêmes banquiers prêtaient simultanément de l'argent aux Provinces-Unies pour se défendre contre les Français qui remboursèrent leurs prêts avec l'argent de la guerre. Un cercle parfait où tout le monde gagnait, sauf les soldats qui mouraient pour enrichir leurs dirigeants. Et devinez qui servait d'intermédiaire dans ces transactions suicidaires. Les mêmes réseaux de marchands neutres que Spinoza avait identifiés dans le système Vatican. La guerre n'était qu'une extension du système de blanchiment, une méthode pour transformer l'argent sale en dépenses militaires patriotiques. Voilà pourquoi Spinoza était devenu si dangereux en 1677. Il n'avait pas seulement percé les secrets du système financier religieux, il avait compris que toute l'économie européenne reposait sur cette gigantesque escroquerie où les ennemis se finançaient mutuellement pour maintenir un chaos profitable. Imaginez l'effet qu'aurait eu la publication du Tractatus de Corruption en pleine guerre de Hollande. Les peuples européens auraient découvert que leurs fils mouraient dans des guerres entièrement factices, organisées par des dirigeants corrompus pour blanchir l'argent de leurs crimes. Ce n'aurait pas été une révolution, cela aurait été l'effondrement immédiat de tout l'ordre européen. C'est pourquoi la mort de Spinoza était devenue inévitable. Pas seulement parce qu'il gênait le Vatican, mais parce qu'il menaçait tous les pouvoirs établis d'Europe. Sa disparition n'était pas un assassinat religieux, c'était une exécution géopolitique. Mais même mort, Spinoza continue de hanter ses ennemis, car d'autres fragments de ses recherches continuent de ressurgir au fil des siècles dans les endroits les plus inattendus. En 1789, pendant la Révolution française, quand les révolutionnaires pillent les archives des monastères, ils découvrent des documents troublants dans l'abbaye de Saint-Denis. Des lettres codées datées de 1677, quelques mois après la mort de Spinoza, où des agents secrets français évoquent la nécessité de purifier définitivement les sources hollandaises de contamination mathématique. Les révolutionnaires ne comprennent pas de quoi il s'agit, mais ils publient ces documents dans leurs pamphlets anti-religieux. En 1848, lors des révolutions européennes, des ouvriers allemands découvrent, dans les fondations d'une église de Hambourg, une cassette métallique contenant des manuscrits en latin, espagnol et hébreu. Les textes, analysés plus tard, s'avèrent être des copies de correspondance entre Spinoza et des banquiers repentis qui voulaient témoigner contre le système. Ces témoignages décrivent avec une précision terrible les méthodes utilisées pour corrompre les élites européennes et maintenir les peuples dans l'ignorance. En 1968, pendant les manifestations étudiantes, des archivistes découvrent dans les sous-sols du Vatican des registres comptables datant du XVIIe siècle.
Ces registres, numérisés discrètement avant d'être reclassés dans des archives inaccessibles, confirment point par point les découvertes de Spinoza. Ils révèlent notamment l'existence d'un budget spécial neutralisation qui servait à financer l'élimination des enquêteurs dangereux. Chaque découverte confirme la même réalité. Spinoza n'était pas un philosophe qui s'intéressait accessoirement aux finances, mais un enquêteur financier qui utilisait la philosophie comme couverture. Ses véritables ennemis n'étaient pas les théologiens, mais les financiers corrompus de toute l'Europe. Et cette vérité continue de déranger aujourd'hui encore. Pourquoi croyez-vous que les biographies modernes de Spinoza évitent soigneusement d'évoquer ses recherches économiques? Pourquoi les cours de philosophie présentent-ils systématiquement sa pensée comme purement spéculative, en occultant ses applications pratiques à l'analyse de la corruption? Parce que les mécanismes qu'il avait identifiés n'ont jamais cessé de fonctionner. Ils ont simplement évolué avec les technologies et les institutions, mais leur logique fondamentale reste identique. Et reconnaître la pertinence des découvertes de Spinoza, c'est admettre que ces mécanismes existent toujours. Les échos modernes, quand l'histoire se répète. Mais alors, vous vous demandez sûrement, si les découvertes de Spinoza étaient si révolutionnaires, pourquoi n'en entend-on jamais parler aujourd'hui? Et surtout, ces mécanismes de blanchiment sophistiqués ont-ils vraiment disparu avec l'Ancien Régime? La réponse va vous glacer le sang, car voici la vérité que personne ne veut admettre. Non seulement ces systèmes n'ont jamais disparu, mais ils ont évolué pour devenir encore plus sophistiqués, encore plus invisibles, encore plus efficaces. Et les outils d'analyse développés par Spinoza restent d'une actualité terrifiante. Prenons l'affaire du Banco Ambrosiano, qui éclate en 1982. Roberto Calvi, surnommé le banquier de Dieu pour ses liens étroits avec le Vatican, est retrouvé pendu sous le pont de Blackfriars à Londres. Officiellement, c'est un suicide. Mais quand on applique les méthodes d'analyse spinozistes au flux financier de la banque Ambrosiano, on découvre des patterns identiques à ceux du XVIIe siècle. Le système fonctionnait exactement comme à l'époque de Spinoza. L'argent sale, dans ce cas les profits de la mafia et les fonds détournés des partis politiques italiens, étaient investis dans des sociétés écrans contrôlées par le Vatican. Ces sociétés achetaient des participations surévaluées dans d'autres entreprises, blanchissant ainsi les capitaux illicites. La différence entre le prix réel et le prix facturé constituait le service de blanchiment. Mais voici le plus troublant. Roberto Calvi avait développé ces méthodes en étudiant les archives historiques de banquiers vénitiens du XVIIe siècle. Des archives qui contenaient des références explicites aux méthodes hollandaises et aux équations du polisseur de lentilles. Calvi avait redécouvert les techniques de Spinoza et les avait adaptées au monde moderne. Quand il a commencé à faire du chantage à ses complices en menaçant de révéler le système, il a connu le même sort que Spinoza, une mort opportune, maquillée en suicide. Coïncidence. Regardons maintenant les Panama Papers, révélés en 2016. Ces millions de documents sur l'évasion fiscale offshore révèlent des mécanismes qui auraient été parfaitement familiers à Spinoza. Des personnalités politiques, des chefs d'État, des dirigeants religieux qui utilisent des sociétés écrans pour blanchir de l'argent sale ou éviter l'impôt. Mais appliquez les équations spinozistes à ces données modernes et vous découvrez des patterns encore plus troublants. Certaines de ces opérations ne visent pas seulement l'enrichissement personnel. Elles servent à financer des opérations de déstabilisation politique exactement comme au XVIIe siècle. Par exemple, l'argent de dictateurs africains transite par des sociétés offshore avant de financer des campagnes électorales européennes. Des profits de la drogue sud-américaine sont blanchis par des banques suisses avant d'être donnés à des œuvres caritatives qui financent secrètement des mouvements extrémistes. Des fonds terroristes sont recyclés par des paradis fiscaux avant d'être investis dans des entreprises respectables cotées en bourse. La géométrie de la corruption décrite par Spinoza n'a pas changé. Seule l'échelle s'est amplifiée. Nous ne parlons plus de quelques millions de florins, mais de milliers de milliards de dollars. Nous ne parlons plus de quelques routes commerciales, mais de l'ensemble du système financier mondial. Et comme au XVIIe siècle, le système fonctionne grâce au silence complice de tous ceux qui en profitent. Les banques qui ferment les yeux sur l'origine des fonds.
les gouvernements qui refusent de réguler les paradis fiscaux, les institutions religieuses qui acceptent des donations suspectes, les universités qui évitent d'enseigner ces réalités dérangeantes. Mais voici peut-être le plus troublant. Certains des outils d'analyse financière les plus avancés utilisés aujourd'hui par les services de renseignement pour traquer l'argent du terrorisme sont directement inspirés des équations développées par Spinoza. Les algorithmes de détection des flux suspects utilisés par la CIA ou la DGSE reprennent les principes géométriques inventés par le philosophe hollandais. En 2019, quand la NSA révèle ses méthodes de surveillance financière dans le cadre de la lutte antiterroriste, les spécialistes reconnaissent immédiatement les signatures spinozistes. Cette manière particulière d'analyser les réseaux de transactions comme des structures géométriques dont on peut prédire l'évolution. L'ironie est saisissante. L'homme qui avait été persécuté pour avoir révélé la corruption des puissants est devenu, 3 siècles plus tard, la référence secrète des services secrets pour traquer la corruption des puissants. Mais cette ironie cache une réalité plus sombre, car si les méthodes de Spinoza sont si efficaces pour détecter la corruption moderne, pourquoi cette corruption continue-t-elle de prospérer ? La réponse est simple, parce que ceux qui possèdent ces outils ont intérêt à ce que la corruption continue, du moment qu'ils peuvent la contrôler. Spinoza l'avait prévu dans ses dernières notes. Le pouvoir corrompu ne combat jamais vraiment la corruption. Il la régule pour éliminer ses concurrents tout en préservant ses propres privilèges. Une prédiction d'une précision prophétique. Regardez comment fonctionnent aujourd'hui les luttes contre la corruption. Les grandes institutions internationales dénoncent régulièrement des scandales financiers, organisent des sommets solennels contre l'évasion fiscale, adoptent des réglementations impressionnantes. Mais curieusement, ces mesures ne touchent jamais les vrais centres du pouvoir financier. Les petits dictateurs africains sont poursuivis, mais les banques occidentales qui blanchissent leur argent ne sont qu'amendes symboliquement. Les trafiquants de drogue sont traqués, mais les paradis fiscaux qui recyclent leurs profits restent intouchables. Les politiciens corrompus des pays pauvres sont stigmatisés, mais les multinationales qui les corrompent continuent de prospérer. Exactement comme au XVIIe siècle, la dénonciation de la corruption sert surtout à éliminer les gêneurs tout en préservant le système qui enrichit les vraies élites. Et comme au XVIIe siècle, ceux qui osent révéler ces mécanismes subissent le même sort que Spinoza, Julian Assange, Edward Snowden, les lanceurs d'alerte des Panama Papers. Tous ont été persécutés, emprisonnés ou pire, pour avoir révélé des vérités dérangeantes sur le fonctionnement réel du pouvoir. Mais voici ce qui aurait fasciné Spinoza. Contrairement à son époque, où l'information circulait lentement et pouvait être facilement supprimée, nous vivons aujourd'hui dans un monde où la vérité peut se propager instantanément à travers la planète. Les tyrans modernes ne peuvent plus simplement brûler des manuscrits ou assassiner des témoins. Ils doivent développer des stratégies bien plus sophistiquées. Comment font-ils ? En noyant la vérité dans un océan de fausses informations, en discréditant les sources, en détournant l'attention vers des scandales secondaires, en complexifiant volontairement les systèmes pour les rendre incompréhensibles au grand public. Spinoza avait utilisé la géométrie pour révéler la simplicité cachée derrière la complexité apparente de la corruption. Aujourd'hui, ses héritiers spirituels utilisent la complexité artificielle pour cacher la simplicité révoltante de leurs crimes. Mais la roue de l'histoire tourne. Et comme toujours, la vérité finit par triompher. Les outils que Spinoza a développés sont aujourd'hui disponibles à tous ceux qui veulent les utiliser. Ces méthodes d'analyse peuvent être appliquées par n'importe quel citoyen suffisamment motivé pour décrypter les réseaux de corruption modernes. C'est peut-être cela, le véritable héritage de Baruch Spinoza. Avoir démontré qu'un individu seul, armé de logique et de courage, peut démasquer les plus puissantes conspirations, que la géométrie de la vérité est plus forte que tous les mensonges du pouvoir. La révélation finale. Quand la vérité triomphe du temps, nous voici arrivés au terme de cette enquête extraordinaire qui nous a mené des canaux d'Amsterdam du XVIIe siècle aux paradis fiscaux du XXIe siècle. Et maintenant, la question qui nous hante tous, que nous apprend vraiment l'histoire de Baruch Spinoza sur notre monde actuel? Et surtout,
Pourquoi ces révélations restent-elles si dangereuses après 4 siècles? La réponse tient en une vérité fondamentale que Spinoza avait formulée dans ses dernières notes. La corruption n'est pas un accident du pouvoir, elle est sa condition d'existence même, car aucun système de domination ne peut survivre à la vérité complète sur ses méthodes. Cette phrase, retrouvée dans les marges d'un manuscrit découvert en 2007 dans la bibliothèque privée d'une famille noble hollandaise, résume toute la modernité des découvertes spinozistes. Car ce que le philosophe avait compris, c'est que la corruption n'est pas un dysfonctionnement du système, elle est le système. Réfléchissez-y un instant. Comment croyez-vous que les élites maintiennent leur pouvoir depuis des siècles? Par la force seule? Impossible. Elles sont numériquement insignifiantes face au peuple qu'elles dominent. Par la légitimité? Illusoire, car aucun privilège n'est vraiment justifiable rationnellement. Non, elles maintiennent leur domination par un mécanisme bien plus subtil, en corrompant suffisamment de gens pour que ceux-ci deviennent complices du système qui les opprime. C'est exactement ce que Spinoza avait découvert dans le réseau financier Vatican. L'Église ne dominait pas l'Europe par sa seule autorité spirituelle, mais en créant un réseau d'intérêts matériels qui rendait sa chute impossible, sans ruiner tous ceux qui en dépendaient. Les banquiers juifs qui blanchissaient l'argent papal devenaient dépendants de ce système pour financer leur propre communauté. Les marchands protestants qui investissaient dans les opérations catholiques ne pouvaient plus dénoncer l'Église sans révéler leur propre complicité. Les nobles qui empruntaient au réseau corrompu devenaient otages de leurs propres dettes. Un système parfait où chaque victime devient complice, où chaque opprimé devient oppresseur, où chaque révolte potentielle est étouffée par la peur de perdre les miettes du festin général. Et ce système, mes amis, n'a jamais cessé de fonctionner. Il s'est simplement adapté, modernisé, mondialisé. Aujourd'hui, combien de citoyens occidentaux osent critiquer vraiment un système économique dont dépend leur niveau de vie? Combien d'épargnants acceptent de savoir d'où viennent les profits de leurs investissements? Combien d'électeurs préfèrent élire des dirigeants corrompus mais efficaces plutôt que des honnêtes gens qui risqueraient de bouleverser leurs habitudes? Nous sommes tous, peu ou prou, dans la situation des marchands d'Amsterdam du XVIIe siècle, suffisamment complices du système pour ne pas vouloir sa chute, suffisamment lucides pour savoir qu'il est pourri. Et cette ambiguïté, cette complicité honteuse, c'est exactement ce sur quoi comptent les vrais maîtres du jeu pour perpétuer leur domination. Mais voici où l'exemple de Spinoza devient révolutionnaire. Il nous montre qu'il est possible de sortir de cette logique de complicité. Comment? En acceptant de perdre ses privilèges pour gagner sa liberté, en choisissant la vérité même quand elle coûte cher, en préférant l'exil et la pauvreté à la richesse malhonnête. Spinoza avait tout pour réussir dans le système de son époque. Fils de marchand prospère, éduqué, intelligent, inséré dans les réseaux qui comptaient, il lui suffisait de fermer les yeux sur les découvertes embarrassantes qu'il avait faites, de continuer à bénéficier des profits du blanchiment familial, de se taire pour préserver sa tranquillité. Combien d'entre nous auraient eu le courage de renoncer à tout cela pour défendre des principes abstraits? Mais c'est exactement ce qu'il a fait. Et c'est pourquoi son exemple reste si dérangeant aujourd'hui encore, car il nous renvoie à nos propres compromissions, à nos propres lâchetés, à nos propres silences complices. Combien de journalistes renoncent à enquêter sur certains sujets pour préserver leurs sources de financement? Combien de universitaires évitent les recherches qui pourraient compromettre leurs subventions? Combien de citoyens préfèrent ignorer l'origine douteuse de leur prospérité plutôt que de remettre en question leur mode de vie? Spinoza nous démontre qu'une autre voie est possible, celle de la cohérence absolue entre nos convictions et nos actes, même quand cette cohérence nous coûte tout ce à quoi nous tenons. C'est cela, la véritable révolution spinoziste. Pas seulement intellectuelle, mais existentielle. Et cette révolution, elle est plus nécessaire que jamais aujourd'hui. Car nous vivons dans un monde où la corruption systémique a atteint des proportions qui auraient terrifié même Spinoza. Les inégalités se creusent partout, les démocraties s'affaiblissent, l'environnement se dégrade. Et pourtant, le système continue de tourner parce que suffisamment de gens y trouvent encore leur compte. Mais jusqu'à quand cette fuite en avant peut-elle durer?
Les crises se multiplient, les contradictions deviennent plus visibles, les mensonges plus difficiles à maintenir. Et comme toujours dans l'histoire, les périodes de crise sont celles où la vérité a le plus de chances de triompher. C'est pourquoi l'exemple de Spinoza redevient si actuel, non pas comme un modèle à imiter aveuglément, mais comme une source d'inspiration pour tous ceux qui refusent de se résigner à l'inacceptable. Car si un homme seul, au XVIIe siècle, avec les moyens dérisoires de son époque, a pu mettre au jour les mécanismes les plus secrets de la corruption européenne, imaginez ce que pourrait accomplir une génération entière armée des outils modernes d'investigation et de communication. Les méthodes de Spinoza sont aujourd'hui à la portée de tous. Ces équations peuvent être programmées sur n'importe quel ordinateur. Ces principes d'analyse peuvent être enseignés dans toutes les écoles. Ces découvertes peuvent être diffusées instantanément à travers le monde entier. Il ne manque qu'une chose, le courage de s'en servir, le courage de regarder la vérité en face, même quand elle dérange, le courage de renoncer aux bénéfices de la complicité pour conquérir la liberté de la lucidité, le courage de suivre l'exemple de cet homme extraordinaire qui a préféré mourir libre plutôt que vivre complice. Car au final, c'est bien de cela qu'il s'agit. De choisir entre la liberté et la complicité, entre la vérité et le confort, entre l'héroïsme solitaire de Spinoza et la lâcheté collective qui permet au système corrompu de perdurer. L'histoire de Baruch Spinoza ne se termine pas avec sa mort, en 1677. Elle continue chaque fois qu'un homme ou une femme décide de dire non à la corruption, chaque fois qu'un citoyen refuse de fermer les yeux sur l'inacceptable, chaque fois qu'un être humain choisit la vérité plutôt que ses intérêts. Cette histoire, c'est aussi la nôtre, et il ne tient qu'à nous de décider comment elle finira. Alors, maintenant que vous connaissez la véritable histoire de Spinoza, que vous savez ce qu'il a découvert et ce qu'il a payé pour ses découvertes, la question se pose à vous. Que allez-vous faire de ces révélations ? Les oublier confortablement pour retourner à vos habitudes ou les utiliser pour regarder votre propre époque avec les yeux impitoyables de ce génie visionnaire. Car voilà peut-être l'ultime leçon de Baruch Spinoza. La vérité ne libère que ceux qui ont le courage